Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Euh, déjà ravi déjà de vous rencontrer et de me rendre compte que nous avons quand même un joli public, puisque Hélène m'avait transmis les qualités des différentes personnes qui participeraient, donc on est d'autant plus heureux. Donc voilà, donc sans transition, nous allons débuter donc, notre atelier sur un constat. Notre monde change. En effet, quand je vous dis ça, c'est pas que j'enfonce une porte ouverte, mais presque. Mais je vous dirais plutôt même, heureusement que notre monde change et que nous sommes toujours en constante évolution. Toutefois, dans le cadre de nos métiers, de la gestion du risque, on assiste en fait à un basculement, à savoir qu'on passe d'une société du risque, c'est-à-dire d'une société où les événements que nous sommes amenés à rencontrer sont probabilisables, à une société de l'incertitude, avec une difficulté à pouvoir mathématiser, entre guillemets, certains événements. Nous en avons la parfaite illustration avec la crise sanitaire actuelle, notamment dans le cadre de la modalité de traitement tant par l'État que par nos entreprises, ou la pression lente du réchauffement climatique, où on a d'un côté la question de la résilience ou de l'adaptation, ou en face la question de la collapsologie, où on rentre plus dans une manière un peu plus égoïste de traiter la chose via le survivalisme. Mais bon, ce qui est le constat, c'est que nous avons donc un nouveau rapport à la vulnérabilité. Et face à cette vulnérabilité, on répond par la résilience, que je pourrais qualifier, moi très schématiquement, en tout cas pour ma part, pour une capacité d'adaptation. Sur ce sujet, quelle est la réponse des collectivités publiques ? Est-ce qu'on peut faire un rapprochement entre le mode d'adaptation de la collectivité avec celui des entreprises ? Pour traiter de ce sujet, je vous propose donc de faire intervenir 3 personnes spécialisées, entre guillemets, dans le domaine, à savoir Marie-Élise Laurin, responsable des gestions des risques au sein de la SMAC, Yanis Weldling, directeur de l'inspection générale au sein du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, Dominique Delmas, expert et directeur du développement au sein de Saritech France. Et moi-même, en qualité de modérateur, Madala Diaby, risque manager au sein de Suez France. Je m'occupe plus spécifiquement au sein de Suez, de la filiale Suez France, qui est donc spécialisée dans la gestion du cycle de l'eau. Donc très schématiquement, mon principal interlocuteur sont des collectivités, d'où l'intérêt pour ce sujet. Donc pour traiter celui-ci et pour pouvoir créer l'échange avec vous, on a prévu donc un plan en 4 phases. Donc en premier lieu, le paysage et les enjeux et risques qui s'imposent aux collectivités publiques. La question ensuite du niveau de maturation de la culture du risque des collectivités. La réponse ensuite apportée à un risque que nous savons aujourd'hui protéiforme. Et enfin, comment progresser ensemble, une notion que j'affectionne tout particulièrement puisqu'elle me fait penser au Kaizen, au principe de l'amélioration continue, qui est le principe essentiel pour moi même dans mon activité. Donc voilà. Bien entendu, nous prévoirons un temps d'échange à l'issue des interventions, à l'occasion duquel vous pourrez nous poser l'intégralité de vos questions. Donc voilà. Paysage des enjeux et risques des collectivités publiques. Sur ce sujet, Marie-Élise, en votre qualité, entre guillemets, d'assureur des premiers assureurs des collectivités publiques, quelle est la réponse que vous percevez ou que vous apportez pour répondre à ce type de défi ? Le micro. Bonjour à tous. Voilà. Ouais, ça marche. Oui, donc ça me paraissait important d'abord de vous présenter le paysage des collectivités locales, pour ceux qui sont moins familiarisés, puisqu'on va, dans notre atelier, nous allons voir en quoi la gestion des risques des collectivités locales s'apparente ou pas à celle des entreprises. Donc en France, on a actuellement 34 900 communes. Il y a 2 ans, il y en avait 36 600. Donc on voit bien qu'on a un regroupement des communes en communautés de communes. Les communautés de communes avec des transferts de compétences. Donc les risques, finalement, restent les mêmes, enfin s'additionnent, mais sont regroupés à des endroits, sont regroupés, quoi. Donc ça, c'est intéressant de voir qu'il y a un regroupement des collectivités locales. Il y a quelques années, avant la loi NOTRe, on avait 22 régions. Maintenant, on n'a plus que 13 régions, qui sont beaucoup plus grandes.
comme qui s'apparente à la taille des lenders au niveau européen. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui change, parce que quand une région arrive pour s'assurer, c'est 400 lycées d'un coup. Voilà, donc avant, c'était une centaine de lycées. Ça change. Hein. Donc on voit qu'il y a beaucoup plus de petites communes que de grandes communes, puisqu'on a 1500 communes on a 1500 communes de plus de 7000 habitants, mais il y a beaucoup plus de petites communes que de grosses communes. Voilà, il n'y a que 42 communes de plus de 100 000 habitants. Puis maintenant, on a même des métropoles depuis la loi NOTRe, donc des maxi-communes, quoi, voilà, avec 101 départements, ça n'a pas trop bougé, ce qui représente dans le marché de l'assurance à peu près 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, de primes en IARD, et la même chose en risque statutaire. Alors le risque statutaire, c'est ce qui correspondrait à la sécurité sociale des agents. Les agents des collectivités locales n'étant pas soumis au régime de la sécurité sociale, lorsqu'ils sont malades, c'est la commune qui doit leur payer leurs indemnités journalières. Et si elle veut, elle peut s'assurer. Mais si elle ne s'assure pas, c'est la commune qui paye bien, ses IJ, ça s'appelle. Donc voilà, on arrive, c'est pour vous montrer qu'il y a une concentration actuellement des risques, avec nécessairement une mutualisation des moyens en parallèle. Alors, quels sont les principaux enjeux des collectivités? Ça nous permettra de mieux comprendre le risque. Donc ça, c'est issu d'une étude qu'on a faite avec les élus de ma mutuelle à l'époque, il y a 2 ans, on avait réfléchi à un atelier stratégique sur les collectivités. Donc ça vaut ce que ça vaut, c'est-à-dire qu'il y a peut-être une 50aine de personnes qui ont participé seulement à établir ce tableau. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que les préoccupations des élus qu'on avait interrogés, c'était de développer l'attractivité de leur territoire, hein, d'une part, de renforcer l'inclusion et la participation citoyenne, et puis, bien sûr, de faire des économies. Donc les collectivités locales ont de moins en moins de moyens, hein, s'appauvrissent et sont, comme les entreprises, hein, doivent faire attention à leur budget. Et quand on voit les sujets qui les préoccupaient, hein, c'était il y a 2 ans, on voit dans les sujets qui sont présentés ici l'effet de la transformation, quoi, des collectivités locales avec des sujets portant sur les données, sur des outils collaboratifs, la e-administration. Donc comme les entreprises, les collectivités locales deviennent de plus en plus des plateformes. Voilà. Donc ça, c'est intéressant à voir parce que elles sont, comme les entreprises, soumises aux cyberattaques. Et je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité récente, mais énormément de collectivités ont subi des cyberattaques très importantes, notamment dans le 93, là, au Yanis, où il y a eu des ruptures de continuité de service. C'est-à-dire qu'impossible de délivrer des papiers, quoi, parce que l'outil informatique ne fonctionnait plus. Donc voilà, quand on voit ça, on se dit, une collectivité, elle a à peu près les mêmes risques qu'une entreprise, avec en plus des préoccupations d'ordre de santé publique avec la crise sanitaire à gérer. Donc pour les communes, ce sont les écoles primaires, pour les départements, ce sont les collèges, pour les régions, ce sont les lycées. Donc organiser toute la gestion de la crise sanitaire avec l'éducation nationale, c'est une crise majeure, quoi, qu'il faut adresser. Alors, quels sont les principaux risques des collectivités? Donc là, j'en ai mis quelques-uns, c'est évidemment pas du tout exhaustif, mais c'est pour planter un peu le décor. Donc, comme les entreprises, les collectivités ont des risques stratégiques, mais peut-être d'une autre nature. Politiquement, les élus sont renouvelés, hein, à peu près, alors ça dépend, hein, tous les 5 ans. Donc, dans ce cas-là, il y a des périodes de flottement qu'il n'y a pas forcément dans les entreprises, ou moins, je pense. Donc, la première année où l'élu arrive, s'il n'était pas du même bord que l'élu d'avant, faut refaire les équipes, faut se remettre dans les dossiers. Puis, 1 an avant la fin du mandat, les élus sont préoccupés par se faire réélire. Donc, il y a des flottements, on a du mal à faire passer des décisions. Donc, ça, le calendrier des élections, je trouve, moi... peut constituer une forme d'immobilisme parfois dans les décisions. Je vous parle de ça parce que j'ai été élue moi-même. J'ai fait juste un mandat, mais voilà, donc dans une région.
Donc voilà, il y a des risques stratégiques aussi, parce que quand il y a des regroupements de communautés en communautés de communes, par exemple, il y a des mouvements de compétences. Donc il faut réattribuer les nouvelles compétences à des nouvelles personnes. Il y a beaucoup de chaises musicales. Voilà, donc ça fait voilà, ça peut perturber le fonctionnement de la collectivité. Alors, j'ai mis qu'il y avait des risques financiers, parce que il y en a moins qu'avant, mais il y a encore des collectivités qui sont très très endettées, qui ont du mal à lever des emprunts. Alors il y a des solutions qui existent. Nous-mêmes à la SMAC, parfois on investit dans des fonds qui prêtent de l'argent à des collectivités. Mais il y a des collectivités qui ont des défauts, des retards de paiement. Il y a eu un moment des collectivités qui étaient surendettées parce qu'elles avaient investi sur des produits toxiques, il y a quelques années, je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc dans ces cas-là, contrairement à une entreprise qui fermerait la clé sur la porte, qui mettrait la clé sous la porte, les collectivités dans ces cas-là peuvent être reprises sous tutelle de l'État. Heureusement, quoi, il y a toujours ça. Donc, comme toutes les entreprises, les collectivités ont des risques opérationnels, donc des risques de recrutement. Il n'y a pas que des fonctionnaires, elles recrutent aussi des contractuels, des risques de SI. Là, c'est intéressant dans le cadre du risque cyber. De plus en plus de collectivités, quand elles sont petites, désolidarisent leur SI, hébergent leur SI chez d'autres collectivités publiques privées, par exemple, qui s'occupent du SI de plusieurs collectivités. Donc, il y a des mutualisations de SI entre certaines collectivités, pour que ce soit mieux géré, d'ailleurs. Il y a des risques liés à la réglementation, avec une inflation de la réglementation, donc, qui crée un coût de conformité qui est important. Donc ça, c'est comme les entreprises, je dirais. Ça, c'est un fléau qui n'est pas que français, qui est même européen, quoi. On a à chaque fois qu'une nouvelle loi ou un décret paraît, il faut se mettre en conformité. Et en fait, les collectivités sont parfois les premières à ne pas être en conformité avec la loi. Par exemple, toutes les collectivités devraient avoir un PCA. Aujourd'hui, vous imaginez bien qu'une collectivité qui a 500 habitants, juste une secrétaire de mairie, elle n'a pas de PCA, quoi. Voilà, donc, mais nécessairement, normalement, elle est soumise à ce décret. Donc, il y a des risques de rupture de continuité de service. Alors, j'ai pensé, avec la pandémie, à mettre l'absentéisme pour vous parler du risque, justement, le risque statutaire, là, dont je vous parlais. L'absentéisme, c'est un fléau dans les collectivités. C'est un truc qui est difficilement assurable en gagnant de l'argent. Enfin, nous, on en fait les frais. On a choisi de rester sur le risque statutaire parce qu'on veut être présent pour nos sociétaires, quoi, ou nos clients maintenant, qu'on est passé en SA. Mais il y a beaucoup plus d'absentéisme dans les collectivités que dans les entreprises privées. Et quand on regarde la carte de l'absentéisme des collectivités locales, elle est très circonscrite aux côtes. Par exemple, il y a énormément d'absentéisme dans le sud-est de la France, en Corse, dans l'ouest, voilà, et notamment l'été. Voilà. Donc, c'est curieux, mais de fait, quand même... Comment ? En tout cas, c'est un des risques assurables. Mais bon, qui risque de plus l'être un jour. Voilà. Donc, mais c'est intéressant à voir. Mais en revanche, c'est vrai que on voit pour les communes, c'est très c'est très fatigant pour un agent communal. Ils ont des risques à 40 ans. Un éboueur qui monte, qui descend, qui monte sans arrêt, qui descend. À 40 ans, il a les genoux foutus. Donc ça fait partie des risques qu'on adresse, quoi. Il y a de la pénibilité souvent dans tous les métiers qui gravitent autour des espaces, déjà de l'entretien des routes, voilà. Donc on a beaucoup de pénibilité dans ce qu'on assure. Donc, il y a risque de pandémie, comme je disais, avec la rupture de continuité de service. Les cyberattaques, on en a parlé. Il y a aussi énormément d'incendies. Donc, nous, on assure énormément d'incendies. C'est tout de suite 2-3 millions, quoi, nos sinistres, quand il y a un incendie. Donc, par exemple, un des gros incendies qu'on a eu récemment, c'est un centre de tri quand on assure, c'est intéressant parce que quand on assure une collectivité, on nous apporte un cahier des charges public
Donc ça fait 100 pages, voilà. Et puis dedans, on nous dit, voilà, il y a X bâtiments, si c'est en dommage aux biens, il y a X bâtiments. On ne sait pas exactement, on nous dit il y a peut-être un centre de tri, il y a peut-être un pressing, il y a peut-être... Voilà. Et en fait, on assure des tas de risques industriels, quand on a, souvent, sans le savoir. On a du mal, on a très peu de temps pour examiner vraiment ce qu'il y a à l'intérieur. Et quand on pose des questions, il faut que la collectivité réponde de la même manière à tous ceux qui voudraient faire une offre. Et quelquefois, elle n'a pas le temps de répondre. Et ce qui fait que parfois, on assure sans vraiment savoir ce qu'on assure. Et on découvre quand il y a des sinistres. Donc, ça, c'est le. Donc, on a eu des gros incendies. On a eu des effondrements à Marseille, là, par exemple. Et puis, il y a toutes les inondations. Il y a énormément de collectivités en France là, qui sont soumises au réchauffement climatique. Si elles sont dans la zone Cévenol ou bien dans le sud-est, elles ont énormément de mal à trouver des assureurs, quoi, parce que nous, on a assuré les collectivités avec la Vésubie. Là, je ne sais pas si vous avez suivi. Donc, il y a des pluies intermittentes qui font des écroulements. Et donc, heureusement, on est réassuré. Là, pour le coup, c'est la CCR avec la CatNat, avec l'assurance CatNat de la CCR qui vient prendre la moitié. Mais c'est quand même des risques qui coûtent très cher. Et puis, bon, il y a d'autres risques de dommages qui sont assurables aussi. Donc, la RCMAT, essentiellement pour les collectivités, c'est la mamie qui tombe sur une route, qui se casse le pied parce que la route n'a pas bien été entretenue. Donc, ça, c'est la mairie qui est responsable. Ou, par exemple, un accident de ski dans une collectivité, si ce n'est pas bien indiqué qu'il y a un ravin et que un skieur tombe dans le ravin, c'est la collectivité qui est responsable parce qu'elle n'avait pas bien indiqué que l'endroit était dangereux. Donc on a des gros sinistres corporels régulièrement. Nos camions écrasent des gens. C'est des trucs à 7 millions, 9 millions d'euros, quoi. Voilà. Et puis avec ce risque-là, en plus, s'accentue dans le coût parce que, par exemple, si on écrase un enfant qui aurait pu être polytechnicien parce que ses parents étaient des X, par exemple, il ne va pas être indemnisé du tout de la même manière qu'un enfant dont les parents étaient ouvriers. C'est dans la même échelle que ce que gagnerait un polytechnicien et un ouvrier. Donc on a eu des sinistres comme ça qu'on avait provisionné un forfait au début, parce qu'on a des forfaits qu'on calcule actuellement. Et puis en fait, on s'aperçoit qu'on n'est pas du tout bon, parce qu'en fait, en instruisant le sinistre, on s'aperçoit que l'enfant venait d'une famille favorisée et qu'il aurait pu faire des bonnes études, et voilà. Les dommages aux biens, donc là, une particularité, c'est les violences urbaines. Donc nous, en 2000, je sais plus, c'est en 2005, je sais, on a failli mettre la clé sous la porte là, quand il y a eu dans le 93, là, des violences urbaines qui se sont répandues après partout dans la France. On n'était pas réassurés à cette époque, c'est la première fois qu'on rencontrait ce type de risque. Et donc il y avait du feu aux poudres dans toutes les communes du 93 et des destructions de bâtiments publics. Donc ça nous coûte très cher. Donc maintenant, on est réassuré pour ce type de dommages. Et puis VAM, donc c'est véhicules à moteur, matériel et corporel. Donc là, on a sur des flottes énormes. Donc par exemple, une région, ça peut être 4000 voitures ou 5000, enfin entre les voitures, les fourgons, donc ça, on a sur des flottes, c'est ça. Et puis avec des accidents corporels possibles, comme je disais. Donc voilà, il y a un panorama de risques qui pourrait correspondre à peu près au risque d'une grosse entreprise. Des risques qui sont assez diffus, qui sont sur une même collectivité, qui peuvent être à des endroits très différents et qui sont de plus en plus difficiles à assurer, notamment dans les zones géographiquement impactées par le réchauffement climatique. Il y a des collectivités qui vont disparaître. Par exemple, on dit que toutes les salines, là, avec la montée de la mer, c'est des collectivités qui vont disparaître. Elles s'organisent en construisant des digues. Où hier, le maire du Havre nous expliquait qu'elles essayaient déjà de plus construire dans les zones où c'est dangereux. Mais donc ça, c'est des clients qui vont disparaître pour nous. Et puis aujourd'hui, c'est des clients qui ne trouvent plus d'assureurs, quoi. Donc il va falloir sans doute trouver une réponse publique, privée pour ce type de collectivité, enfin de péril en tout cas. Voilà. Donc de ce que tu indiques, Marie-Élise, les risques et les enjeux pour les collectivités sont proches de ceux des entreprises, oui. Avec, je dirais, une notion de temporalité complémentaire, puisqu'elle est calquée sur la durée du mandat des élus.
Alors que bon, nous, au sein des entreprises, bon, c'est peut-être pas la même temporalité, mais bon, on le voit bien au sein de nos directions respectives, ça dépend, c'est un programme sur 10, maximum 15 ans. Donc c'est vrai que c'est pas simple à gérer. C'est pas parallèle, tu vois. Elle s'assure pour 4 ans, les collectivités locales, mais c'est pas parallèle au mandat de l'élu. Tu vois, c'est complètement disjoint. Mais non, c'est pas, ça n'a rien à voir avec le mandat d'élu. C'est que le renouvellement des élus peut provoquer un risque d'incertitude, de gel des actions. C'est cette question de la temporalité, à savoir comment pouvoir instituer ou mettre en place une culture du risque quand on est sur une temporalité qui dure, qui est sur un mandat. Oui. Et justement, sur ce sujet de la culture du risque, je propose de donner la parole à Yanis Wendling sur ce sujet. Bonjour à tous. Donc, la SMAC est effectivement notre assureur, parmi d'autres. Donc, je ne vais évidemment pas contredire ce qu'a dit Marie-Élise, mais je vais vous donner le point de vue, c'est aussi de la collectivité. Donc, la question qui m'était posée, c'était en gros, est-ce qu'on a la même vision des risques qu'une entreprise dans une collectivité? Quelle est notre vision et est-ce qu'on en est en termes de maturité sur les outils de gestion des risques? Alors, pour ma part, j'ai fait la moitié de ma carrière dans le privé et là, la moitié de ma carrière dans le public. Donc, je peux un peu comparer les deux. Ce qui me frappe dans les collectivités, c'est que ce n'est pas un monde uniforme. En fait, selon le type de collectivité où on se situe, on n'a absolument pas les mêmes métiers. Et donc, on n'est pas confronté du tout aux mêmes risques. Alors, il y a tous ceux que Marie-Élise a mentionnés. Je rejoins Marie-Élise dans sa présentation. Mais c'est vrai, quand vous êtes ce qu'on appelle dans le bloc communal, donc votre agglo ou votre ville, vous avez des métiers très particuliers. Par exemple, la gestion des réseaux d'assainissement, l'eau potable. C'est des risques métiers très particuliers. Oui. Si vous êtes aussi au bloc communal, c'est ce que disait le Premier ministre hier, Édouard Philippe, c'est par exemple toutes les obligations qui découlent de la loi sur l'obligation que vous avez de mettre en place un plan de prévention des inondations. Vous avez aussi des obligations en tant que maire, je crois qu'on en parlera après, un pouvoir de police, c'est-à-dire un immeuble qui menace de tomber, le maire doit prendre un arrêté, un acte juridique qui peut condamner l'immeuble, le faire évacuer. Et donc là, il a une responsabilité qui est pénale, qui est une responsabilité personnelle du maire à titre pénal. Soit il prend l'acte, soit il ne le prend pas, il le prend trop tard, il ne le prend pas bien. Mais en tout cas, sa responsabilité individuelle, à titre personnel, est engagée et non pas celle de la collectivité. Donc au niveau communal, voilà, on a eu une approche des enjeux qui sont vraiment très particuliers. Au niveau départemental, qui est le mien, c'est pareil, on a d'autres enjeux très métiers, très particuliers. Par exemple, tu parlais de la crise sanitaire. Par moi, en Seine-Saint-Denis, on gère 120 centres de protection maternelle et infantile. Alors, il y a beaucoup de messieurs dans la salle, mais je pense que vous connaissez quand même ces centres. On fait des opérations, on a des sages-femmes, on a des auxiliaires de puériculture, on fait des visites prénatales, des visites postnatales, on fait des vaccinations. Donc, on est des petits hôpitaux, des petits centres médicaux avec tous les risques que vous pouvez retrouver dans les hôpitaux. Et là, on a du risque pénal, risque civil également. On verse aussi toutes les allocations sociales individuelles dans les départements. Je reviendrai tout à l'heure pour la Seine-Saint-Denis, mais pour nous, c'est 900 millions par an d'allocations individuelles. Ça peut être des petites sommes, quelques dizaines d'euros, parfois en cash, pour des situations d'urgence, ou parfois des virements. On peut avoir un virement parfois de 60 000 euros parce que la personne handicapée fait des travaux chez elle. Donc en gros, là, on est dans une logique d'une boîte tertiaire ou comme une assurance qui verse des primes, qui verse des dédommagements. Et donc, on a une activité de service très industrialisée avec du versement des flux financiers très importants sur un très, très grand nombre de personnes et parfois sur des montants très, très petits. Donc, des risques qui sont les mêmes que ceux que vous pouvez rencontrer. On gère des routes. Alors là, je ne reviens pas sur l'exemple qu'a parlé Marie-Élise, mais en termes de routes, nos risques, c'est quoi ? C'est tous les risques liés à la construction des chantiers, et aussi l'emprise. On mène un chantier, on peut avoir des emprises sur les terrains riverains. Bon, c'est des risques aussi particuliers, parfois pénaux, si on a une occupation non autorisée du terrain d'un riverain ou on abîme la clôture d'un riverain. Effectivement, il peut se retourner contre nous. Et puis, le risque lié à l'entretien des routes. Et là, ça, tu en as parlé.
Des risques particuliers qu'on n'a pas forcément en tête, mais là l'actualité nous y rappelle, c'est tout ce qui concerne les établissements personnes âgées, personnes handicapées. Heureusement, quand vous avez écouté la radio ou vu la télé ces jours-ci, on a beaucoup parlé de l'État, hein, vous avez vu le gouvernement, mais on a oublié que c'est le département, en partenariat avec l'État, son établissement. On autorise les établissements, notamment les EHPAD, j'imagine que vous avez des aînés dans les EHPAD. Le département autorise les EHPAD pour la partie hébergement, donc en gros le lit, la nourriture, la blanchisserie et tout ce qui concerne les conditions de vie, et on détermine les tarifs. Et on a une responsabilité aussi sur le bon fonctionnement de l'État, puisqu'on a l'obligation de le contrôler pour pouvoir autoriser son fonctionnement. Même chose pour les établissements personnes handicapées où on a de l'hébergement, et aussi sur l'aide sociale à l'enfance. C'est en gros les lieux où le juge nous demande de placer les enfants suite à une décision judiciaire. Et là, pareil, le président d'un département est pénalement et civilement responsable de l'enfant qui lui est confié, qui est placé dans un foyer qui peut être pour nous dans la Creuse ou en Ariège, voilà. Ou parfois même en Belgique. Donc on a une responsabilité vraiment particulière. Enfin, en région, là, ils ont des risques un peu plus, je dirais, administratifs, classiques. C'est qu'ils ont les régions sont autorités de gestion pour l'Union européenne, pour la gestion des fonds européens. Et donc là, effectivement, ils ont des obligations européennes en termes de bonne utilisation des fonds au regard de la réglementation européenne. Donc on voit, en fait, on a des risques métiers extrêmement différents et les collectivités, donc ce n'est pas un univers homogène et on n'a pas un univers de risques homogène selon le type de collectivité où l'on est, avec des responsabilités qui peuvent être très différentes, pénales, civiles ou financières. Alors maintenant, on m'a demandé, et vous, au département de Seine-Saint-Denis, alors rassurez-vous, les émeutes urbaines, ce n'est pas tous les jours. Hein. C'est pas tous les jours, nos bâtiments ne prennent pas feu tous les jours, mais effectivement, le risque bâtimentaire, c'est particulier. Pour nous, département, c'est un petit département, hein, c'est 40 communes. 40 communes, par rapport au département normand, par exemple, c'est rien du tout. Mais sur un petit département urbain de 40 communes, on a plus de 500 sites. Donc on a un maillage en fait, de bâtiments qui est très important. Donc c'est un risque particulier. Et dans le contexte que tu décrivais, je dirais que pour le risque bâtimentaire, pour nous, ça va être plutôt un risque de ton capacité à faire l'entretien, la maintenance de ces bâtiments, à assurer le respect des réglementations en matière d'ERP sur l'ensemble des bâtiments. De là, un certain nombre de responsabilités peuvent également être engagées. Et là, compte tenu de nos moyens financiers actuels, et aussi parfois les priorités politiques, hein, ça reste entre nous, mais je disais, parler du cycle politique, effectivement, il y a des cycles politiques où on va peut-être mettre la priorité sur des projets d'investissement nouveaux, mais tout l'entretien du bâti est beaucoup plus compliqué dans une collectivité à assurer. Hein, parce que électoralement, parfois c'est moins vendeur, mais en tout cas, vous, c'est peut-être quelque chose, la qualité des bâtiments administratifs, c'est pas quelque chose qui vous émeut quand vous allez déposer votre bulletin dans l'urne pour choisir votre maire. Mais derrière, il a beaucoup de bâtiments avec des responsabilités qui peuvent être parfois lourdes. Le budget, je l'ai indiqué, je n'y reviens pas. Aussi, pour nous, au département, un risque particulier qui est dans le cartographie des risques, c'est le risque d'hygiène alimentaire. Puisque, par exemple, sur notre territoire, on est le premier restaurateur. C'est nous qui délivrons le plus grand nombre de repas tous les jours, soit directement, soit par l'intermédiaire de prestataires, dans nos crèches. On a beaucoup de crèches, on a également les collèges, on a à peu près 150 collèges où on délivre des repas tous les jours. Nos cuisines centrales parfois alimentent d'autres établissements, notamment des établissements d'hébergement pour personnes âgées. Et donc c'est un risque que l'on maîtrise soit en interne par nos services, qu'on a des cuisines en régie, c'est-à-dire internalisées, ou par la biais de vos prestataires. Autre risque particulier à l'actualité, pour vous donner illustration à notre univers de risque, à nous au département, c'est lié au projet olympique, puisque le département de cette année est maître d'ouvrage pour un certain nombre de constructions. Par exemple, on construit les ponts qui vont relier les deux parties du village olympique, la partie qui est sur l'île Saint-Denis et la partie qui est sur Saint-Ouen-Saint-Denis. Donc on réalise cet ouvrage, on va également réaliser des piscines. On va réaliser aussi des terrains, on va avoir les épreuves de tir. On réalise aussi des aménagements routiers, puisque le stade, comme vous le savez, est en Seine-Saint-Denis. Il n'y aura pas d'émeute, hein, tu peux être rassuré. Mais pour accéder au stade,
Il y a des convois, il y aura des faisceaux que vont emprunter les délégations. Donc il faut sécuriser tous ces axes routiers, c'est des axes départementaux. Donc il faut revoir parfois les feux tricolores, la gestion des feux, en concertation avec l'État, mais également revoir certains aménagements pour que les délégations puissent passer plus ou moins vite pour aller d'un site à un autre. Et donc c'est beaucoup de travaux sur un temps très limité. Donc là, on a des risques très opérationnels que vous connaissez, hein, des risques de délai. Les délais, c'est 2024, hein, c'est pas 2024 plus un mois. 2024, c'est extrêmement serré. Des risques environnementaux, puisque par exemple, les épreuves de tir sur un terrain qui appartenait au ministère de la Défense, où on a, c'était le terrain des essences, c'est le terrain où il y avait les citernes d'essence en fait du ministère des Armées, et donc il y a des pollutions, vous les connaissez sans doute peut-être. Il y avait aussi un poste transformateur d'EDF, bon, avec un certain nombre aussi de pollutions autour, et il y avait une desserte ferroviaire pour alimenter ce terrain des essences avec un peu de polluants liés en fait aux opérations sur les voies ferrées, voilà. Et donc, on doit livrer quand même le terrain en 2024. Et il y a des crapauds calamites. Donc, du coup, il faut aussi protéger. Et il faut aller un à un, chercher les crapauds pour les déplacer. Voilà. Et on a des recours, beaucoup de recours d'associations environnementales. Donc, voilà un peu les types de risques que l'on a, qui sont, vous voyez, un peu parfois très spécifiques, que vous pouvez avoir sur un site industriel si vous construisez une nouvelle usine, etc. Mais on l'a, voilà. Et on est aussi, par exemple, gestionnaire du réseau secondaire d'assainissement de Seine-Saint-Denis. C'est une spécificité du département. Vous allez dire, mais c'est quoi la spécificité ? Tout simplement parce qu'on a eu les cas, quand il y a très gros orages, si les réseaux sont engorgés, vous avez les plaques d'égout qui remontent, ça arrive, hein, pas que dans les films. Si quelqu'un se blesse, c'est un peu dangereux, mais surtout, on va avoir des inondations. Donc, en fait, on a géré un certain nombre d'équipements un peu sophistiqués, mais chez nos prestataires, que ce soit Veolia, Suez, vous les connaissez, hein. Mais du coup, la Seine-Saint-Denis est propriétaire d'un certain nombre de gros équipements, des bassins de rétention d'eau. Et par exemple, sous le Stade de France, sous la pelouse, vous avez un site qui nous appartient, qui est le premier bassin de rétention d'eau d'Europe. On stocke de l'eau pour ne pas engorger nos réseaux d'assainissement. Donc c'est quand même des équipements très lourds, très particuliers. Oui, donc là, pareil, il y a des risques opérationnels. Lié à la gestion du réseau, mais aussi à la gestion de cet équipement sous un équipement, sous le stade olympique. Voilà. Et puis, donc, j'ai parlé, hein, EHPAD, ASE, vraiment des risques particuliers. Donc, nous, dans notre cartographie des risques, on a effectivement tous les risques assurables dont parlait Marie-Élise. Mais en fait, ce qui va intéresser nos exécutifs, notre gouvernance, c'est vraiment les risques, vous voyez, très opérationnels, en fait, sur ces opérations. Et donc, ce qu'attend un dirigeant chez nous, c'est que la cartographie des risques lui permette d'avoir une lecture sur est-ce que mon administration, puisqu'on parle quand même d'une administration, est en capacité à maintenir tous les services, tous les équipements en situation opérationnelle ou à livrer tous les projets, dont certains projets sont très exposés, même médiatiquement. Alors maintenant, sur comment on répond à cette commande. C'était aussi la question que Madala m'avait posée. Donc là, je ne me suis pas fatigué. On réalise tous les ans une enquête au sein de notre réseau en fait, des inspections, services d'audit et inspection des collectivités avec cabinet RNJ. Et là, du coup, j'ai repris quelques diapos de l'enquête faite en 2021 qui vous donne une photo un peu de qui sont les personnes et comment elles font ces personnes pour établir ces cartographies des risques dans les collectivités. Comme ça, vous verrez le niveau de maturité. Là, vous avez les répondants. Alors, pourquoi j'y mets les répondants ? Vous voyez, en fait, nous, dans notre enquête, on a sollicité les 208 plus grandes collectivités de France, les 101 départements dont parlait Marie-Élise, les régions dont parlait Marie-Élise, et puis tous les plus grandes villes de France. On a pris les 208 plus grandes. C'est plutôt les régions qui ont répondu, 50% des régions, un tiers des départements, 11% des communes. C'est assez représentatif et en fait, cette proportion permet de savoir finalement qui est en pointe ou pas sur ces démarches de cartographie des risques. Plus de la moitié des régions en ont, et heureusement qu'elles en ont, puisque c'est une obligation faite par les autorités communautaires dans le cadre du mandat donné aux régions en tant qu'autorité de gestion au niveau national des fonds européens. Vous savez, les aides qu'on donne aux territoires pour qu'ils puissent se mettre à niveau. Voilà. Et donc, c'est une obligation communautaire. Donc, c'est normal que les régions soient davantage avancées sur ce sujet. Mais elles répondent à une obligation réglementaire européenne.
Maintenant, sur les types d'approches, c'est-à-dire en gros, on a posé la question, mais c'est quoi un peu les risques que vous avez, c'est quoi vos priorités du moment? Vous avez l'évolution entre 2019 et 2021. Bon, en gros, les risques qui ressortent, c'est quand même des risques de conformité. Ça rejoint d'ailleurs un peu ce que disait le Premier ministre Philippe hier, hein, qui disait, mais moi, le risque, avant de le gérer, ce qu'on me demande souvent, c'est d'éviter le juge pénal. Enfin, il a introduit son propos comme cela, je ne sais pas si vous en souvenez. Mais effectivement, on voit que dans les cartographies des risques, en tout cas de mes confrères ou dans les collectivités, c'est surtout la conformité qui est très présente. Voilà. C'est ce risque-là qu'on leur demande d'adresser le plus. Et puis surtout aussi une vision un peu transverse, globale des risques, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'un dirigeant de collectivité, lui, ce qu'il veut savoir, c'est entre guillemets où ça va péter. Voilà. Où est-ce que mon maire, mon président va être exposé parce que, je sais pas, la crèche va fermer, parce qu'il va y avoir une panne de chauffage en plein hiver dans une école primaire, parce qu'il va y avoir une intoxication alimentaire dans un collège, dans la restauration. Donc, en gros, une vision un peu globale d'un décideur qui dit où est la fragilité de mon organisation qui va exposer mon maire ou mon président. Donc plutôt une approche un peu risques globaux, risques transverses. Les risques professionnels, tu en parlais, hein, c'est un sujet sur nous. Beaucoup de pénibilité, beaucoup de métiers techniques, encore pas mal d'accidents, beaucoup de maladies professionnelles, donc c'est un risque qui est fort. Et puis un risque qui n'était pas présent il y a plusieurs années, c'est les risques informatiques. Effectivement, en Seine-Saint-Denis, par exemple, dans les 2 dernières années, on fait partie des organisations, enfin, les collectivités qui ont été le plus attaquées sur le territoire de Seine-Saint-Denis. Alors qu'on a beaucoup de sièges d'entreprises, beaucoup d'entreprises, hein, mais on a été extrêmement attaqués. On n'a pas d'argent, donc ils ne peuvent pas trop avoir d'argent en retour, mais en tout cas une volonté de bloquer des services, en fait, des services vitaux. Voilà. Alors, maintenant, est-ce que, pour faire cela, est-ce que du coup les collectivités ont des cartographies des risques comme vous l'entendez? Alors elles disent plutôt oui, on voit que c'est plutôt en forte évolution, beaucoup dans les régions, donc on retrouve ce que je vous ai dit, les départements également, les communes aussi, et une proportion de collectivités qui disent c'est en cours, oui. Alors évidemment, les collectivités qui ont répondu à notre enquête, c'est plutôt les collectivités qui sont les plus en avance. Donc cette vision déforme un peu la réalité. Mais en tout cas, dans celles qui sont lancées dans ces démarches, elles s'appuient sur les cartographies des risques, elles mettent en place des cartographies des risques. Donc la cartographie des risques, comme vous, finalement, est l'outil principal pour aider les dirigeants chez nous à identifier des risques ou identifier les points de fragilité ou élaborer des plans d'action par rapport aux risques auxquels les organisations sont exposées. Et cette approche va croissant dans nos organisations. Honnêtement, quand j'ai pris mes fonctions, très peu de collectivités avaient ce type d'outil. Donc effectivement, je rejoins ce que Marie-Alice disait, on est plutôt dans une montée en puissance forte en termes d'expérience des collectivités sur ce sujet. Mais on voit bien que c'est déconnecté à une vision risque assurable, non assurable en fait. On part vraiment de l'opérationnel pour ce faire. Par rapport à ce que je vous ai indiqué aussi, la question essentielle chez nous, ça rejoint aussi le propos de M. Philippe. Vous voyez, M. Philippe, finalement, hier, ce qu'il disait, mais moi, ce qui m'intéresse en tant que maire, c'est l'action. Et il disait, mais je suis un peu freiné parce que la première chose que mon administration me donne, en tout cas en tant que Premier ministre, c'est d'abord une note de tout ce que je devrais faire que je ne peux pas faire, pour se couvrir, hein, c'est ce qu'il disait, pour se couvrir. Et après, j'ai une deuxième note qui m'arrive en me disant, mais voilà, en vrai, ce que tu pourras faire. Et on voit bien que son attente, c'est vraiment l'opérationnel. C'est pas tellement la carto, c'est qu'est-ce que je fais. Et c'est vraiment la commande que l'on a. Ce qui intéresse nos dirigeants, c'est moins la cartographie des risques finalement que les plans d'action. Surtout, plus on se rapproche d'une élection, plus on va avoir des demandes d'action concrètes s'il y a des risques qui sont identifiés. Donc, dans les collectivités qui sont engagées dans les démarches de gestion des risques qu'on a interrogées, vous voyez, très peu disent « j'ai pas de plan d'action ». Alors, est-ce que les plans d'action sont bons, sont complets? Ça, c'est une autre question. Je ne me prononcerai pas, mais en tout cas, il n'y en a aucune qui dit non, j'ai pas de plan d'action. Parce que ce qui intéresse l'élu, c'est quand même ça. C'est plus ça que le plan d'action. Mais on voit quand même que dans celles qui en ont mis en place, il y en a beaucoup qui sont soit en cours d'arbitrage ou en cours de validation, et un peu moins qui ont des plans d'action mis en place. Et notre vraie difficulté, voilà, c'est le chaînage entre la cartographie des risques, nos risques, on les connaît assez bien, et le passage à l'acte, c'est-à-dire sécuriser ces différents risques. Je prends l'exemple de la presse, hein, sur les établissements, les EHPAD, on a un partage de responsabilités entre l'État et les collectivités,
plus particulièrement entre les autorités régionales de santé, dont vous connaissez tous maintenant l'existence depuis le Covid. Je ne sais pas si vous les connaissez avant, mais maintenant vous les connaissez toutes. En tout cas, on a un co-pouvoir de décision, d'autorisation d'ouverture et de contrôle et d'inspection de ces établissements. Heureusement, la presse, un peu feignante, n'a pas creusé le sujet, ne nous a pas désignés comme étant responsables des quelques incidents qu'on a connus dans les EHPAD là, très récemment, mais on est co-responsables. Et donc la difficulté pour nous, par exemple, si je prends ce sujet, c'est de passer à l'acte, c'est-à-dire se mettre d'accord avec l'acteur étatique pour mettre en œuvre le plan d'action, par exemple un plan de contrôle sur les EHPAD. Qui va contrôler quoi? Est-ce qu'on y va ensemble, etc., etc. Et là, on a une co-responsabilité. Donc cette question des plans d'action, pour nous, elle est relativement souvent très complexe. Si je prends le cas, par exemple, du terrain des essences, là où on va avoir le plan de tir, moi, je dois, pour la semaine prochaine, revoir une cartographie des risques sur ce terrain des essences. Et autour de la table, on est très nombreux. Évidemment, il y a le département. Nous avons le comité d'organisation des Jeux Olympiques qui va utiliser le site. Mais nous avons également la Solidéo, qui est l'entreprise d'État qui est chargée de construire et de livrer les ouvrages olympiques, qui est donc, entre guillemets, le maître d'ouvrage officiel. Et nous avons beaucoup d'entreprises sous-traitantes qui réalisent les opérations. Et en même temps, on a EDF qui est présent sur le site, on a toujours la desserte SNCF, et on a le ministère de la Défense, puisqu'on a eu un transfert de propriété, mais le transfert de propriété n'est pas encore effectif. Et pourtant, on fait les travaux. Donc du coup, quand on passe au plan d'action, très souvent, en tout cas en termes de gouvernance dans le monde public, collectivité, on a des organisations assez complexes, qui fait que ce n'est pas si simple de passer à des plans d'action immédiatement. En tout cas, on met en place des suivis. Alors maintenant, ce qui vous intéresse aussi, je pense, c'est est-ce que c'est une filière métier? Est-ce qu'il y a une filière métier dans les collectivités pour la gestion de risque? Si vous voulez venir travailler avec nous sur les crapauds calamites et puis les opérations olympiques, je vous décevrai un petit peu, c'est que cette filière métier est peu structurée. Et très souvent aujourd'hui, on recrute des gens après que quelqu'un dans la collectivité ait fait une cartographie des risques. C'est-à-dire on met en place des cellules ou des fonctions dédiées à la gestion des risques. On voit que 63% des répondants en ont mis en place, mais ça veut dire que 47% des collectivités qui sont engagées dans ces démarches de cartographie des risques ne disposent pas de personnes dédiées à la cartographie des risques. C'est-à-dire on a chopé quelqu'un dans le couloir, et on lui a dit tu me fais ça pour demain, et il l'a fait. C'est-à-dire que c'est une démarche qui est très récente, peu de maturité, ce n'est pas quelque chose qui est encore rentré totalement dans les habitudes. En revanche, ces fonctions se mettent en place, mais souvent se mettent en place après que cette personne croisée dans le couloir a fait la première carto, et après on lui demande de prolonger. Et donc c'est là où on crée la structure ou la personne ressource qui va être pérenne. Ouais. Donc il n'y a pas d'embellir de réflexion en termes d'organisation de métier, c'est le besoin qu'on suscite, et le besoin ensuite fait qu'on va créer cette fonction, ce métier dans la collectivité. Et puis enfin, là je crois que c'était, ce que je voulais vous parler, c'était du Covid, c'était pour terminer là-dessus. Le Covid effectivement a été un facteur qui a accéléré ces démarches dans les collectivités, plutôt en termes de mise à jour des risques, c'est-à-dire les collectivités, c'est moins un problème d'évaluation des risques que de mise à jour. Effectivement, il y a beaucoup de collectivités qui se sont rendues compte qu'il y avait un certain nombre de risques qui n'étaient pas dans nos cartographies des risques qu'il fallait ajouter. Alors, ce n'est pas tellement le risque de crise sanitaire. Moi, j'ai beaucoup de collègues qui l'avaient pointé, le risque de crise sanitaire, notamment au regard des compétences que nous avons, mais c'était toutes les implications. Par exemple, la pression sur les écoles. J'imagine qu'il y a beaucoup de parents dans la salle, vous avez fait les allers-retours aux écoles primaires, etc. Mais les écoles, bon, certes, il y a des enseignants, mais le bâtiment appartient à la commune, ou le collège appartient au département, le lycée appartient à la région. Donc pour les professeurs ou les enseignants puissent ouvrir le bâtiment, il faut qu'il y ait quand même du personnel technique des collectivités qui ouvre, qui balaye, qui nettoie, qui font le ménage, qui fassent les repas ou qui réparent. Voilà. Si ce personnel n'est pas présent, par exemple, nous, donc pour les collèges, la principale difficulté, c'était d'avoir du personnel, des gardiens, les fameuses loges, c'est-à-dire celles qui ouvrent tous les collèges tous les matins, le personnel de restauration, le personnel d'entretien qui vide les poubelles, parce que si les poubelles ne sont pas vidées, s'il y a des déchets, on ne peut pas ouvrir le collège. Et donc c'est ce personnel-là qui était le plus critique et qu'on avait du mal à fournir. Oui. Donc en fait, c'est ces risques-là très particuliers, parfois qu'on a eu du mal à identifier en amont de la crise sanitaire. Et du coup, le Covid a permis
de mieux identifier, en tout cas de mieux cerner les risques auxquels on est exposé. Donc voilà un peu pour le panorama. Sur les perspectives, je vais être très rapide, c'est-à-dire et la suite, vous allez me dire, le mouvement que je vous ai dessiné va croissant pour 3 raisons. La première, sans doute, c'est la certification des comptes. Si vous ne savez pas, je vous l'apprends, mais les comptes des collectivités locales ne sont pas certifiés, il n'y a pas d'obligation. On a des contrôles d'autorité comme la Cour des comptes, mais nos comptes ne sont pas certifiés. Et donc là, il y a une expérimentation en cours. On attend que le législateur, du coup, fasse le bilan de l'expérimentation et, du coup, une généralisation de cette obligation de certification qui, pour les collectivités, nous oblige à mettre en place une cartographie des risques. Alors, elle ne sera pas que comptable, puisque, notamment pour je parlais des bâtiments. Pour nous, par exemple, les bâtiments, des grandes difficultés qu'on va avoir, c'est d'estimer le montant des provisions pour les travaux à venir dans nos bâtiments. Donc c'est une provision comptable, mais ça suppose derrière qu'on ait une vision, une cartographie des risques qui va intéresser Marie-Élise, de quel est l'état de nos bâtiments. Donc on voit bien que cette obligation comptable à terme qui va arriver sur nous va nous obliger à avoir des cartographies des risques sur nos métiers, sur nos risques métiers, qui va être beaucoup plus, une obligation beaucoup plus exigeante que ce qu'on a aujourd'hui. Donc ça, c'est dans le futur. Donc la filière métier, rassurez-vous, elle va augmenter, elle va croître, donc vous pourrez venir nous aider. Les opérations olympiques, il y a quand même quelques projets d'envergure qui nous obligent à avoir des cartographies des risques qui font monter en compétences de manière significative les collectivités, en tout cas celles qui sont sur ces projets. Mais il y a d'autres projets, à part les Jeux olympiques, mais qui nous obligent du coup à progresser très très vite sur ce sujet. Et enfin, l'AFA est très présente, j'ai mon contrôle en ce moment. L'AFA, c'est l'Agence française anticorruption, et qui aussi nous oblige à avoir une cartographie des risques anticorruption. Mais ce n'est pas que conformité. Si je prends chez nous, par exemple, l'anticorruption et la conformité chez nous, c'est mettre au clair les relations qu'on a avec les établissements, les EHPAD dont je vous parlais. Puis, comme on les autorise, comment on prévient éventuellement des relations d'influence entre des grands groupes ou des établissements beaucoup plus petits et nos agents internes qui font les actes d'autorisation, d'ouverture, d'extension, qui approuvent les budgets d'investissement des EHPAD. Voilà. Donc là, il y a un facteur de risque, mais du coup, on voit bien que même cette obligation, elle va avoir un impact fort sur nos cartographies des risques métiers. Très bien. Donc, de ce qui ressort de ton intervention, Yanis, du moins ce que j'ai pu en relever, c'est que nous avons un univers des risques hétérogènes pour les collectivités qui nécessite une réponse adaptée. La démarche est lancée. Après, il y a aussi cette interrogation concernant le chaînage entre la cartographie et le plan d'action. Je reviens toujours à ça, il y a toujours la temporalité des élus, quoi qu'on en dise. Et donc, justement, concernant cette notion de chaînage entre la carto et l'application, et en résumé, la mise en place d'une gouvernance, comment les risques sont-ils traités ? Quelles réponses peut être adoptées ? Quelle réponse peut être proposée ? Je propose donc que Dominique Delmas vous fasse une petite présentation de son analyse sur le sujet. Alors, bonjour. Avant de répondre à la question, je voudrais quand même vous montrer une découverte scientifique mondiale à laquelle vous avez l'honneur d'assister et vous avez la primeur. S'il te plaît, voilà, je voudrais vous présenter le cerveau d'un expert. Je suis un expert. Voilà à quoi ressemble. C'est la dernière découverte scientifique. Alors, ça concerne tous ceux qui ont de l'expertise, c'est-à-dire ceux qui ont un savoir-faire, qui ont cumulé énormément d'expérience. Pour mon métier, un expert, ça va traiter peut-être 40 à 400 dossiers par an. Sur une dizaine d'années, si vous faites la multiplication, ça fait 400 à 4000 dossiers. Un expert qui va encadrer d'autres experts va traiter peut-être 10 000 dossiers. Et un cabinet d'experts qui a entre 5 et 1000 experts, puisqu'aujourd'hui il y a des grosses structures, vous imaginez la somme monumentale qu'il peut y avoir au sein des cabinets et au sein d'un cerveau d'un expert. Donc, encore une fois, ça concerne mon métier d'expert d'assurance et des entreprises, mais ça vous concerne aussi si vous avez une expertise que vous avez développée des années. Voilà. Donc, c'est une sorte de bibliothèque situationnelle
qui vous permet d'engranger énormément de compétences, de connaissances et de réponses à des situations. Donc voilà, je voulais vous présenter ça. J'espère que vous serez content d'avoir eu cette première mondiale. Bon, pour répondre à la question, ce qu'a évoqué Marie-Élise et Yanis, d'un côté, il y a une complexité des sinistres. Je ne vais pas revenir, on parle de ça toute la journée, mais il y a les sinistres anciens, traditionnels. Pardon, les sinistres, je ne parle pas des sinistres, des risques, excusez-moi, des risques anciens, traditionnels. Il y a les risques nouveaux, dont on entend parler, le cyber, le climat, enfin le climat qui est moins nouveau. Il y a les fameux risques systémiques avec le sanitaire. Et puis, il y a la combinaison de tout ça, parce que souvent on silote, mais tout ça se combine joyeusement. Et j'entends aussi que les collectivités, finalement, ont peu de moyens. Et que ce que tu nous dis, Yanis, si j'ai bien compris, c'est qu'il y a un embryon de tentatives d'organisation, de réponse et de gestion de tout ça. Donc, finalement, est-ce qu'on peut aller piocher dans l'entreprise des choses qui ont été faites et qui auraient bien marché? Donc, notre approche, nous, c'est la gestion du sinistre, c'est-à-dire le risque est avéré, on est sur le terrain, et il faut retrousser les manches et y aller. Donc, est-ce que finalement, on est armé pour répondre à ça? Je voudrais vous livrer ensuite un premier constat, qui est c'est une infographie qui est tirée de la commission sénatoriale qui est intervenue suite au sinistre de Rouen, l'incendie de Rouen, improprement appelé sinistre Lubrizol, parce que si vous le savez, mais il y a 2 sites mitoyens qui sont concernés et la presse s'est emparée en disant c'est le sinistre Lubrizol. Aujourd'hui, on ne sait toujours pas d'où est parti l'incendie. Et donc cette commission sénatoriale a planché sur l'analyse de la réponse de la collectivité, des collectivités territoriales, de l'État. C'est formidable, c'est très intéressant, vous pouvez aller le chercher sur le net, mais ce que je retiens, c'est la première recommandation qui est faite dans cette commission, dans ce rapport, c'est créer une véritable culture du risque industriel, notamment par l'inscription dans le Code de l'éducation de la formation au risque industriel et en organisant régulièrement des exercices de grandeur nature. Autrement dit, le constat, c'est de dire qu'il y a, il faut que je pèse mes mots, il y a un manque criant de culture du risque au sein de la société globalement et plus spécifiquement peut-être au sein des collectivités territoriales et de certains élus aussi. Donc ça, c'est un constat quand même assez fort. Donc la proposition, c'est d'inscrire ça dans le Code de l'éducation. J'ai peur que ça prenne un peu de temps entre l'inscrire et qu'on arrive aux actes et aux résultats. Donc, je pense qu'il est possible d'agir autrement, efficacement et concrètement et tout de suite. Et je voudrais vous présenter ce que l'on a mené. Alors, au début, c'était un test, c'est devenu un produit. Donc, ça a été fait avec... ça a été fait avec un leader, une entreprise du CAC 40, leader dans le secteur de l'eau, qui n'est pas l'entreprise de Madala, et dont le directeur assurance est quelque part dans l'Assemblée. Je vous laisse chercher le nom, il n'y a rien à gagner. Hein. Alors, ce qu'on a mené avec les services, alors c'était les services de gestion de sinistres de ce groupe-là, qui doit avoir quelques milliers de petits sinistres, et puis on est plutôt sur de la fréquence, donc c'est du dossier entre... Les enjeux sont entre 0 et, on va dire, 150 000 euros, hein, c'est à peu près ça. On s'est aperçu qu'il y avait une chaîne de gestion des sinistres qui n'était pas performante. Si tu peux juste... Excuse-moi, voilà. Non, descendre, allez sur les personnes. Imaginez donc un sinistre. Vous avez une fuite d'eau, classique. Le premier intervenant, c'est qui? C'est le technicien. Il a une obligation, un objectif, il faut réparer la fuite en urgence, assurer le service. Donc lui, il est très focalisé sur la technique. D'accord ? Il va remonter de l'information, et cette information, elle va aller au niveau d'une gestionnaire
qui va la compiler et qui va avoir un certain nombre de questions. Par exemple, qui sont les différents acteurs du dossier. Sauf que le technicien, lui, c'est pas son job, donc lui, il a réparé, il a donné des informations techniques. Donc ça va manquer, il va falloir qu'elle revienne. Après, il y a un autre acteur qui va rentrer, c'est parfois un service juridique, voilà, qui va dire, attends, on est sur le code civil, on est sur le code pénal, on est sur le code du commerce, donc qui va revenir voir le gestionnaire, qui va revenir voir le technicien, etc., etc. Vous avez, excusez-moi, passe la suivante, voilà. Vous avez le tiers, finalement, qui n'est pas très satisfait, puisque le temps que cette chaîne, Henri Cochet, cherche à instruire son dossier, lui est toujours avec un certain nombre de problèmes. Il peut avoir un dégât des eaux chez lui et il faut le traiter. Donc, devant cette, je dirais, cette désorganisation de la chaîne, la réponse, et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans beaucoup, je pense, de collectivités. Je pense que c'est ce que tu disais un peu, Yannis, c'est-à-dire que c'est de la réaction, c'est quand un sujet tombe, on crée presque la fonction crée l'organe, donc on crée l'institution ou l'organisation qui va permettre de traiter le sujet. Donc, fort de ce constat-là, ce qu'on a fait avec cette entreprise-là, c'est qu'on a conçu une sensibilisation, formation à la gestion du sinistre. C'est-à-dire que nous leur avons transféré la façon dont nous abordons les sujets. Donc on leur a apporté une méthode. Cette méthode, elle est relativement simple. C'est ce que je vous exposais tout à l'heure. C'est que quand on a un sinistre avéré, eh bien, il y a sa dimension technique. D'accord ? C'est qu'est-ce qui s'est passé, c'est l'arbre des causes. Très vite, c'est combien ça coûte tout ça. C'est quand même un enjeu majeur. Après, il y a le volet juridique qui pointe en disant quel fondement juridique, quelles sont les parties, qui peut être responsable. Vous avez le volet assurantiel. Est-ce qu'un assureur est présent? Quel assureur? Quelle garantie? Etc., etc. Et ensuite, vous avez ce que j'appelle le contextuel. C'est ce qui est propre au dossier. Est-ce qu'il est médiatique? Est-ce qu'il est sensible? Est-ce que c'est un VIP? Est-ce que ça met en cause un certain nombre de choses? Voilà, est-ce qu'il y a une urgence à agir? Voilà. Donc, on leur apporte déjà cette méthode d'instruction d'un dossier qui est une méthode commune. C'est-à-dire que chaque acteur sait que le sinistre, la situation dans laquelle il est, a ces 5 dimensions. Bien sûr, il va continuer à l'instruire, je dirais, à l'aune de ce qu'il sait faire, c'est-à-dire le technicien reste un technicien, on ne va pas le transformer en juriste, mais il va comprendre qu'à côté de lui, autour de lui, il y a d'autres acteurs de la gestion qui ont des besoins. Donc on va déjà les sensibiliser à ça. D'accord ? Donc on crée cette méthode d'instruction commune. En général, ce qu'on fait, donc après, on travaille sur des études de cas qui sont spécifiques au métier de l'entreprise, de la collectivité ou du sujet à traiter. Et ce qui permet, avec ces études de cas, d'ancrer les réflexes qu'on leur a enseignés le matin, et puis surtout de dialoguer entre eux, d'échanger et de se comprendre. Donc ça paraît assez basique, assez simple, mais qu'est-ce que ça fait derrière? En fait, les gens ont une approche, une méthode commune, donc ils ont une sorte de langage commun qui se crée. Ça crée un écosystème, et ça, on l'a vu après coup, hein. C'est-à-dire quand on a conçu ça, on n'avait pas vu toute la dimension de ce qu'on allait faire. Mais c'est après, on nous a dit, mais finalement, c'est génial parce que on se connaît, on utilise la méthode que vous nous avez proposée, donc on arrive à dialoguer, à échanger beaucoup plus facilement, d'accord ? Et on est beaucoup plus efficace et les dossiers sont instruits de façon beaucoup plus rapide. Donc il y a avec cette méthode, il y a effectivement une augmentation de la culture de la gestion du risque, d'accord, de la fluidité et de l'efficacité. L'avantage aussi qu'on y a vu, c'est que en ayant structuré l'approche avec la technique, l'économie, l'assurance, ça permet de structurer un retour d'expérience, d'accord, et de comprendre que finalement un portefeuille de sinistres est une opportunité de détecter des choses, des
des dimensions qu'on n'a pas vues, des erreurs qu'on commet régulièrement. Et le sinistre est vraiment un prisme pour ça. Et comme c'est structuré, c'est organisé, eh bien, ça permet d'étudier ça et puis de corriger. Ça peut être un exemple. Voilà, on a des sinistres sur un certain type de matériaux. Par exemple, avant, on avait du PEHD pour les tuyauteries. Et puis, étonnamment, depuis 2-3 ans, on a une recrudescence de casses, de fissures sur ces tuyauteries. Qu'est-ce qui se passe? Donc vous enquêtez, vous dites est-ce que c'est le fournisseur qui a changé son produit, et voilà. Et en fait, là, on s'était aperçu à l'époque que c'est le traitement de l'eau au chlore. On avait changé le procédé. Et ce traitement d'eau chlorée était très très bien pour l'utilisateur parce qu'il effaçait le goût du chlore. En revanche, il provoquait un vieillissement accéléré du PEHD. Donc c'est grâce à le sinistre qu'on a pu détecter ça. On a détecté après d'autres choses en disant, tiens, il y a un certain type de contrats qui sont plus sinistrants que d'autres. C'est surprenant. Voilà. Donc on a trouvé qu'il y avait des clauses dans certains contrats qui étaient plus enquiquinantes que d'autres. Voilà. Donc tout ça peut être très, très vertueux, effectivement, d'avoir ce retour d'expérience. Et donc on crée, je vous le dis, un écosystème de la culture, du risque. Et j'allais presque dire ce qu'on voyait dans la formation, un certain plaisir. C'est-à-dire que les gens, à un moment donné, parce que le sinistre est angoissant, c'est-à-dire que vous envoyez alors peut-être moins pour le juriste, parce que c'est plus son métier, s'il est habitué à ça, mais un technicien, vous l'envoyez sur un sinistre, lui, il est chargé, c'est un technicien, de réparer. Mais quand vous devez gérer de la relation avec quelqu'un, vous ne savez pas trop ce qu'on vous pose comme question. Vous avez un expert dommage, par exemple, qui vous met en cause. C'est souvent le technicien qui se retrouve sur le terrain. Et l'expert dommage lui dit, bah, tiens, signe le PV. Et le technicien, je fais quoi? Moi, j'ai le droit de signer, j'ai pas le droit de signer. Je signe quoi? C'est quoi ma responsabilité? C'est quoi mon engagement? Voilà. Donc, le fait de leur avoir donné toutes les astuces en disant c'est quoi un PV, qu'est-ce que vous devez faire avec ça, bah, quand les situations se présentent, ils sont beaucoup plus à l'aise. Donc, il y a un certain même plaisir à dire ok, je sais, je maîtrise la situation et je vais pouvoir transmettre aux autres acteurs quelque chose de propre. Voilà. Donc, c'est très, très vertueux. Donc, j'arrive à la fin. Ça va? C'est parfait. Je dirais que dans le contexte que j'ai évoqué, que surtout ont évoqué Marie-Élise et Yanis, c'est-à-dire cette concentration des collectivités territoriales. Hein, on voit que les communes disparaissent, les intercommunalités apparaissent. Il en reste 34 000. Oui, Pardon? Il en reste 34 000. Oui, il en reste 34 000. Bon, il y a un mouvement qui est engagé, on va dire. Mais donc, effectivement, ces moyens qui, eux, n'ont pas l'air d'augmenter. Peut-être que cette mutualisation, cette intercommunalité est une possibilité d'aller effectivement organiser quelque chose de mutuel sur une dimension un peu plus importante. C'est sûr qu'organiser de la gestion de sinistre dans une commune qui a 1000 habitants, c'est compliqué. Mais si elle est regroupée dans un système qui mutualise les moyens, le savoir, ça peut avoir du sens. Donc ça, et ça permet aussi de répondre à une deuxième chose qui est, on le voit, la complexité du sinistre. C'est aujourd'hui, moi ça fait une trentaine d'années, un peu moins, que je fais du sinistre. C'est de plus en plus compliqué. C'est de plus en plus compliqué techniquement. Il y a de plus en plus de parties prenantes. Avant, vous aviez deux parties, ça gérait bien. Aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui rentre en jeu et de plus en plus. Donc le fait d'avoir un écosystème qui connaît un peu ça, c'est aussi vertueux parce que chacun a plus ou moins connu une situation qui peut aider et éclairer celui qui en vit une autre, quoi. Voilà, qui peut l'alimenter. Donc ça crée vraiment quelque chose de vertueux, ça crée un écosystème. Moi, ça fonctionne vraiment bien. C'est entretenu après assez régulièrement, c'est-à-dire que les nouveaux entrants, on leur fait la petite formation. Ça dure une journée, hein, je n'ai pas précisé, c'est une journée. Donc après, il y a des piqûres de rappel et chaque sinistre, chaque situation est un apprentissage récurrent. Voilà. Donc, je conclurai en disant c'est que le sinistre, la gestion de sinistre, c'est mon dada, excusez-moi, c'est vraiment des opportunités. C'est pas le sinistre, il ne faut pas le regarder comme la poussière ou le truc qu'on veut mettre sous le tapis, on veut se faire débarrasser. Non, il y a une lecture, une grille de lecture qui est absolument formidable.
Merci. Donc en fait, de ce que tu dis, c'est surtout la mise en place d'une démarche, une démarche itérative, je crois comme ça, ou plutôt essayer de développer une culture du risque via des dispositifs organisationnels qui vont venir en appui pour développer celle-ci. Et est-ce que je crois qu'en matière d'illustration, qui peut être une belle illustration, c'est la gestion des crises majeures. Est-ce que tu pourrais nous faire des petites précisions sur ce point-là? Alors, je peux aller sur la crise majeure. Autant ce dispositif-là de formation, c'est plutôt sur du sinistre, on va dire, de fréquence, quand je dis avec des enjeux modestes. Et si on poursuit sur la culture l'absence de culture du risque, je voudrais peut-être illustrer ça à travers deux cas. Deux sinistres, je pense que tout le monde en a entendu parler. Le premier, c'est l'explosion de la rue de Trévise, au cœur de Paris. Ça, je vais parler à tout le monde. Hein. Ça date de janvier 2019. Donc, une forte explosion dans une boulangerie. D'accord. Donc, a priori, ça vient de la canalisation de gaz. Il y a pas mal de victimes, à la fois corporelles, graves, et beaucoup de victimes avec des dommages matériels. Et très vite est évoquée la mise en place d'un fonds de solidarité. Très bonne idée. L'idée, c'est de dire, on répond au paradoxe. Si j'attends que les procédures judiciaires, parce que souvent il y en a plusieurs, il y a du pénal, il y a du civil, il y a de l'administratif, il y a je ne sais pas quoi d'autre. Voilà. Je pense que tous ceux qui ont testé les procédures administratives dans la salle savent que c'est long, c'est très long, c'est aléatoire et incertain. Donc, et à côté, le paradoxe, c'est de dire, j'ai des victimes, il faut s'en occuper tout de suite. C'est-à-dire une personne qui est gravement blessée, en disant, attendez madame, on attend la fin de la procédure, après on va s'occuper de vous. C'est absolument intenable. Donc le fonds de solidarité était une excellente réponse. Je m'occupe des victimes, je laisse la procédure judiciaire se dérouler, et après, on ajustera les choses. Sauf que, je pense que c'est la mairie de Paris, en tout cas le service juridique, a dit, attention, il y a un énorme risque. C'est que si je suis très solidaire, c'est parce que je me sens très responsable. Donc, alerte rouge, on ne bouge pas. Donc, travail. Et au bout de 3 ans, ça vient de tomber, je ne sais pas si vous avez suivi la presse, hein, ça date de 1 mois à peu près, 1 mois et demi. Finalement, toutes les instances juridiques ont été consultées. On dit non, il n'y a aucun risque à ce qu'on fasse la collusion entre solidarité et responsabilité. Donc, par conséquent, il n'y avait plus d'arguments à refuser un fonds de solidarité et le fonds de solidarité s'est mis en place. Mais il a fallu attendre 3 ans, c'est énorme. Par contre, ce qui est intéressant, et à mon avis, c'est un modèle à suivre, à suivre au sens premier, c'est-à-dire à voir comment il va évoluer, c'est que ce fonds de solidarité, il est multiparti. Il y a la mairie de Paris, je crois qu'il y a GRDF qui est concerné, son assureur et peut-être d'autres parties. Je ne connais pas précisément le dossier. Mais ça veut dire que des parties avec des intérêts relativement divergents sont capables à un moment de se mettre autour de la table, de dire « Ok, on met en place un système qui va s'occuper des victimes et on préserve en même temps nos propres droits. » Parce que certains, ce n'est pas du pur mécénat. Hein. Voilà. Donc ça, c'est un premier modèle en disant, bon, ce qui est intéressant de dire, voilà, on a levé le frein de dire la solidarité ne sera pas traduite en responsabilité. Deuxième gestion de crise, donc celle de Rouen. Je disais improprement appelé incendie Lubrizol. Donc Lubrizol, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une société qui appartient au groupe Berkshire Hathaway, dont le patron est M. Warren Buffett. Et ce fonds, c'est un des 3, 4, 5 premiers fonds capitalistiques au monde. Donc l'incendie, c'était 5000 tonnes de produits sur les 2 sites. Le deuxième site voisin, c'est Normandie Logistique. Ça avait 5000 tonnes de chacun de produits qui ont brûlé. Ça a créé
un nuage qui faisait 20 km de long et 5 km de large. D'accord. Finalement, les dommages matériels sur ce sinistre-là sont très limités au site qui a brûlé. Là, les dommages sont inconsidérables, mais c'est très limité là. Le nuage lui-même a provoqué très peu de dommages matériels, sauf par-ci par-là, où parfois la suie, les sols sont retombés, mais c'est des dégâts finalement par rapport à l'ampleur du sinistre relativement limités. En revanche, principe de précaution inscrit dans notre Constitution, les préfectures concernées, il y avait 5 départements, ont dit, j'agite le principe de précaution, l'ensemble des productions animales et végétales sont interdites à la production et à la vente. Et là, je génère un sinistre. Et donc, on a eu rapidement 1200 agriculteurs concernés. Et on parlait de 1000 commerces, entre 1000 et 4000 même commerces. Voilà. Eh bien, si on revient sur le Fonds de solidarité, en 24 heures, là pour le coup j'étais acteur du dossier donc je le connais bien, j'ai proposé à la direction juridique en disant mettez en place un fonds de solidarité, on va cadrer tout ça, vous gérez le côté des victimes, les agriculteurs, les commerces, et ensuite on attendra que la procédure se déroule. Je veux dire, honnêtement, quand j'ai dit ça, j'ai dit bon, c'est bon, je peux rentrer et puis je peux passer à autre chose. 4 heures après, la directrice juridique m'appelle, me dit bon, ok, j'ai l'Ohio, le siège de Lubrizol, qui m'a dit ok, comment on fait? Donc 24 heures pour prendre une décision énorme, 24 heures. À comparer avec Trévise, 3 ans. Donc on voit à la fois le pragmatisme américain et puis Francouillard, on est un peu plus lent à décider. Voilà. le droit, c'est ce que disait un peu Édouard Philippe, hein, c'est le droit nous fige, nous bloque. Alors que pour les Américains, le droit se gère. Le droit aussi nous sécurise. Ça, c'est mon côté juriste qui revient. Non, mais il est très important, justement, il est très important et il cadre les choses. C'est-à-dire, quand on met les fonds de solidarité en marche, on ne doit surtout pas s'affranchir du droit. Ça serait une erreur monumentale à faire. Mais les avocats qui ont travaillé avec nous sur Lubrizol ont changé, ont pivoté. Je veux dire, ils ont fait un pas de côté. Ils ont dit, OK, on ne va pas aller déclencher l'artillerie lourde, se défendre, etc. Ça reste toujours dans la procédure judiciaire en cours. Mais on va encadrer tout le fonds de solidarité pour préserver les droits des uns et des autres, et notamment de mes clients Lubrizol. Et ça a parfaitement fonctionné, puisque le résultat, c'est 95% des agriculteurs ont reçu le coup de pouce nécessaire du fonds de solidarité. Ils sont passés à autre chose. Alors, ce qui est extraordinaire, ce qui est épatant dans ce sujet-là, c'est que pour gérer le fonds de solidarité, c'est le grand capitalisme américain, le fonds, qui a signé une convention, un accord, avec une émanation de la FNSEA, syndicat agricole, on ne peut plus français, voilà, c'est le terroir. Donc c'est le mariage du lapin et de la carpe, de tout ce qu'on veut, quoi. Et je peux vous le dire qu'aujourd'hui, ces deux parties-là sont vraiment très, très, très satisfaites du résultat de chaque côté. Voilà. Donc 2 modèles qui pourraient être inspirants. La solidarité, et mon message pour la gestion de crise, c'est quoi? C'est devant la grande complexité des sinistres. Vous imaginez un sinistre comme Lubrizol ou Trévise, il y a des sujets techniques complexes, des sujets juridiques complexes. Devant cette complexité, je dirais que la réponse, c'est le fonds de solidarité et la collectivité. Fonds de solidarité, on traite le sort des victimes, tout va bien, on peut passer au juridique et attendre que le droit fasse effectivement son œuvre, hein, j'entends bien. Deuxième chose, la complexité, on met l'ensemble des parties autour de la table qui apportent chacune leur part de compétences. La FNSEA connaissait très très bien le monde agricole, c'est un monde super bien organisé, très très bien organisé, très fort. Mais il faut passer par les bons chemins. Et une fois qu'on a ça, on a pu faire des choses absolument extraordinaires. Voilà. Donc, la gestion de crise, aujourd'hui, c'est ça, de la nouveauté,
bien sûr, et j'arrêterai là parce que je vais être trop long, c'est de la prévention et c'est de l'anticipation. Aujourd'hui, un groupe comme Lubrizol a pu prendre sa décision en 24 heures, pas en jouant au loto, parce que c'était super organisé derrière, il y avait des fonctions établies, il y avait des scénarios élaborés, il y avait toute la préparation qui fait que l'organisation a pu fonctionner. Ça me permet juste une dernière chose et j'arrête. C'est la gestion de crise, vous savez, il y a le système 1 et le système 2 du cerveau que tout le monde connaît, je pense, avec Daniel Kahneman. Système 1, c'est l'automatisme. On fait tous des choses par automatisme et tant mieux. Le système 2, c'est il faut débrayer et puis il faut être utiliser toutes les capacités du cerveau pour être innovant. Et ben, la gestion de crise, c'est un peu ça. Il me faut de la prévention, de l'organisation. Comme ça, j'ai des automatismes, je gagne du temps, je ne réfléchis pas. Et ça me préserve de l'énergie et du temps, justement, pour innover, mettre par exemple en place un fonds de solidarité et avancer. Voilà. Merci Dominique. Donc sur ce sujet de savoir système 1, système 2, les biais cognitifs, comment fait-on pour justement alimenter le système 2 pour rendre le système 1 le plus efficient? À ce sujet, je propose que Yanis intervienne pour nous faire une petite présentation de cet élément en guise quasiment sur la fin. Alors là, je suis surpris par la question parce que je n'avais pas du tout prévu de parler de biais cognitifs. Donc du coup, je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Moi, ce que je retiens toujours, parce qu'on me disait que j'ai 2 minutes éventuellement pour un mot conclusif, c'est effectivement, on voit bien, donc, en tout cas dans les collectivités, on voit bien qu'on a des outils communs avec nos partenaires, cartographie des risques, montée en puissance de ces approches, mais une culture métier sur ce sujet qui est encore un peu émergente. Voilà. Des risques très complexes, ça j'ai bien compris, et je vois effectivement que nos assureurs ou nos partenaires ont beaucoup d'expérience à nous apporter. Donc d'où la question comment, du coup, mutuellement nous enrichir et mieux travailler ensemble. Alors côté public, déjà, avant de travailler avec vous, on devrait mieux s'organiser. Et je pense que là aussi, nos systèmes de gouvernance, en tout cas, sont assez compliqués. Donc il faudrait aussi que nous, au sein du monde public, on travaille mieux ensemble. Et là, la bonne nouvelle, c'est que du côté de l'État, il y a un acteur, alors que personne ne connaît dans la salle, mais je vais vous apprendre son existence, qui est le Comité d'harmonisation de l'audit interne de l'État, le CHE. Et ce CHE est né d'un décret de 2011. Alors, vous ne le connaissez pas non plus, mais en tout cas, ce qui vous intéresse, c'est que ce décret prévoit que chaque département ministériel se dote d'une cartographie des risques. Donc c'est une obligation réglementaire. Chaque ministre, dans son département ministériel, doit disposer d'une cartographie des risques. Et là, il y a un projet de décret en discussion qui est entre différents ministères, parce que ça va être un arrêté interministériel, donc qui se promène de ministère en ministère, et pour avoir toutes les signatures. Et là, il prévoira notamment de renforcer les prérogatives de ce CHE, donc vous découvrez l'existence à l'instant, de manière à renforcer ces prérogatives pour qu'il y ait une cartographie des risques État. Puisqu'on en a par ministère, mais il y aura une cartographie État, ce qui permettra en tout cas d'avoir une vision un peu plus commune, ou peut-être en tout cas des approches un peu mieux partagées au niveau de l'État et du coup au niveau de la sphère publique. Donc vous voyez, donc des choses qui pourraient évoluer, en tout cas du côté public. Simplement par rapport à ça, on a un double mouvement. La crise sanitaire, vous l'avez vu, c'est en termes de gestion de crise, gestion de risque, plutôt le réflexe classique, je dirais français. Il y a une crise, on se retourne vers l'État et l'État reprend le sujet et du coup, tout le monde suit ses directives. Pour être très concret, chez nous, par exemple, département de Seine-Saint-Denis, on a géré plusieurs centres de vaccination. On a été copartenaire, co-gestionnaire du centre de vaccination du Stade de France, par exemple. Là, effectivement, le chemin, l'itinéraire que doit emprunter, que vous avez emprunté quand vous êtes rentré dans un centre de vaccination, on avait des schémas qui arrivaient par l'État pour nous dire, voilà, la personne doit... D'abord, on doit vérifier sa carte vitale ou son passe. Ensuite, il va vers le médecin. Ensuite, etc., etc. Et même le chemin, l'itinéraire donné par l'État. Donc, il y a un mouvement qui, effectivement, par la crise actuelle, qui renforce un peu notre tropisme où... en termes de gestion de crise, on regarde vers le haut, on attend que ça arrive. Ouais. C'est pas tellement bien. Mais dans le même temps, notamment si je prends la partie Jeux Olympiques, je vous parlais de mon terrain des essences là, avec ses pollutions, ses crapauds et tout ça, maintenant vous le connaissez. Là, on a un autre mouvement où effectivement, par rapport à tous les partenaires, on a un mouvement de déconcentration où c'est le préfet qui a été désigné pour dire, bon, je réunis tout le monde parce qu'à un moment donné, 2024, c'est demain. Tous ces problèmes de crapauds, de pollution, de transformateurs, de droits de propriété, etc., ça doit être réglé.
Et donc, on a plutôt aussi un mouvement où on se déconcentre et on demande aux acteurs au niveau local de mieux gérer des crises, parler des crises, mais en tout cas aussi d'avoir une vision un peu plus convergente en termes d'approche de risque. Donc, au niveau public, des mouvements un peu divergents, mais en tout cas un peu d'espoir. Alors maintenant, public-privé. Je pense que la spécificité, en tout cas par rapport à la table ronde que tu nous as proposé d'animer à tes côtés, c'est qu'une collectivité, moi je vous ai parlé finalement que des risques internes à la collectivité. Pour moi, et là le premier hier Philippe l'exposait bien aussi, c'est que la singularité d'une collectivité, c'est qu'elle gère à la fois une institution, une organisation, celle que j'ai décrite, mais elle gère aussi un territoire. Et vous êtes sur le territoire. Un maire, il fait le plan local d'urbanisme. L'interco, l'agglo, elle fait le schéma d'orientation en matière d'aménagement. Et nous, départements, on fait tous les axes routiers principaux d'un territoire, notamment en milieu rural. Donc, du coup, on innerve le territoire. Voilà. Et sans nos routes, vous ne pouvez pas circuler et vous ne pourrez pas livrer tout de marchandises. Donc, on voit bien qu'on a, en termes territorial, ce qui nous manque aujourd'hui, principalement, c'est d'avoir une vision un peu des risques du territoire, et pas des organisations, mais du territoire, sur lesquelles sont les organisations. Cet outil, il n'existe pas. Alors, il n'existe pas tout à fait. On en a, par exemple, en matière de développement durable on a des outils, c'est ce que disait M. Philippe hier, quand il fait son plan de prévention des inondations, il est obligé de mettre en place un comité avec les acteurs du territoire et se mettre d'accord. En matière de gestion de l'eau, il y a beaucoup d'acteurs de l'eau dans la salle, après ce que j'ai compris. On a la même chose. Il y a des schémas d'aménagement de gestion de l'eau des bassins versants, où vous captez votre eau, où vous rejetez vos eaux. Ces schémas sont animés et vous avez une obligation de mettre en place des organismes de concertation avec tous les partenaires présents sur le territoire. La FNSEA avec les agriculteurs, mais aussi les industriels, les associations environnementales principalement, et aussi les collectivités. Et c'est souvent les collectivités qui pilotent ces instances. Donc on a quand même des lieux très thématiques prévus par les textes qui nous obligent à avoir une gestion concertée autour d'une vision partagée des risques. Donc il y a quelques démarches en cours territoriales sur quelques thématiques où on développe ces outils, mais c'est très, très circonscrit. Mais ce qu'on n'a pas, et on l'a vu pendant la crise sanitaire, on voit bien que vos entreprises, vous ne pouvez pas fonctionner si les écoles sont fermées. En tout cas, elles fonctionnent mal. Mais du point de vue collectivité, nous, parallèlement à vos questions, nous posons la question, mais où est-ce que je mets mes agents ? Mes agents, ils sont aussi malades, ils sont en télétravail. Où est-ce que je les mets ? Je les mets dans les centres de vaccination ou dans les collèges ou dans les lycées. Ou je les mets sur l'entretien routier, ou je les mets sur le transport scolaire, par exemple. Donc la manière dont on gère nos crises, en fait, on voit bien qu'on a des effets entre nos choix collectivités et vous, le fonctionnement de vos organisations sur nos territoires. On voit bien que nos choix, notre perception finalement des risques, si elle est divergente, elle peut être en tout cas nuisible pour l'un ou pour l'autre. Et donc ce sont ces approches aujourd'hui qui n'existent pas. Donc si la marée veut nous aider, pourquoi pas, voilà. En tout cas, c'est peut-être le sujet de demain. Très bien. Je tenais à remercier nos intervenants pour leur intervention et la qualité de leur prestation. Du moins, c'est ce que moi j'ai perçu. Puisque justement, la mise en place et l'organisation de cet atelier est vraiment le produit justement de cette résilience, de cette capacité d'adaptation, puisque comme vous le savez, le contexte n'est pas forcément simple à la rencontre. Donc, il a fallu justement faire preuve de résilience et d'adaptation pour pouvoir organiser cet atelier. En guise de conclusion, plutôt que de rentrer dans un long discours, comme vous avez pu le relever, j'essaie d'être plutôt le plus direct possible. Je vous propose simplement un élément que Yanis va présenter, qui constitue un peu un mantra pour moi. Ah, l'effet de chute ne fonctionne pas. C'est sur mon ordi. Faut que tu descendes sur mon ordi. Voilà. La résilience, c'est quoi ? C'est avant tout développer une intelligence collective. Et qu'est-ce qui peut le mieux le résumer ? C'est ce proverbe africain que j'utilise un petit peu comme mantra. Tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Et justement, cette gestion des risques et cette interaction collectivité-entreprise trouve cette illustration à travers ce proverbe. Voilà, je vous remercie. Je voulais simplement également vous indiquer de ne pas oublier d'évaluer cet atelier. Par ailleurs, il nous reste 5 minutes si vous aviez des questions, afin qu'on puisse... voilà, je vous écoute. Ah, une question.
au bout de la table. Bonjour, je suis Florence Vallon, responsable du service assurance à la métropole de Lyon. Donc forcément, tout ce qui a pu être dit a fait écho. Et pour rebondir un peu sur les propos de départ de Marie-Élise et puis sur ce que Yanis a pu dire après, et aussi un peu sur ce que je pense par rapport à tout ça. Donc effectivement, pour souscrire des contrats d'assurance, on est soumis au code de la commande publique. Donc on peut aller jusqu'à 4 ans maximum. Donc c'est aussi des fois pour ça qu'en fonction des procédures qu'on doit prendre, il n'y a pas forcément autant de réponses techniques que les assureurs espéreraient. En face, on n'a pas forcément en collectivité des profils adaptés. Alors, je ne suis pas l'exemple type, parce que j'ai un gros service assurance dans ma collectivité. Mais voilà, les collectivités ne parlent pas forcément assurance et gestion de risque en face. Et ça ne fait pas le lien avec la souscription des contrats. Et je m'interroge sur la nécessité ou l'opportunité, en tout cas, de sortir les assurances du code de la commande publique. Et par rapport au sinistre, je suis tout à fait d'accord avec vous, monsieur l'expert. On se sert, quand on a des services adaptés, on se sert de nos sinistres pour faire évoluer notre gestion de risque et améliorer notre gestion au quotidien. Là où je ne suis pas forcément d'accord avec vous, c'est qu'on ne perd pas forcément de temps en interne à gérer le dossier. C'est que des fois, les convocations, et même très souvent, les convocations qu'on reçoit de tous les cabinets d'expertise sont tellement floues qu'on n'arrive pas à identifier le sinistre et à savoir que c'est chez nous, parce que les cabinets d'expertise ne font pas le travail en amont pour les particuliers. Alors, s'il y a des gens qui veulent m'aider à faire sortir les assurances du code, je suis preneuse. Juste... pourquoi les assurances sont soumises au code des marchés publics? C'est parce auparavant, il y avait énormément de conflits d'intérêts, quoi. Vous êtes maire, vous allez prendre l'assureur les copains assureurs, etc. Et du même parti politique, si possible. Voilà. Donc c'est un peu pour lutter contre ça. Et c'était plutôt une bonne pratique en matière d'éthique. C'est pour cette raison qu'ont été créés les marchés publics. Je vais bien répondre aussi sur les convocations. Je ne peux qu'abonder dans votre sens. Effectivement, c'est un mal général. Et autant, comme je vous dis, ça fait plus de 25 ans que je fais de l'expertise. Avant, quand on recevait déjà, nous, une mission dans le cabinet, elle était bien définie, bien claire. On savait qui était l'assuré, parce qu'on reçoit des missions aujourd'hui, et parfois on ne sait même pas qui est l'assuré. Donc voilà, ça peut se poser un problème. Donc effectivement, il y a globalement, c'est le paysage global qui fait qu'on a perdu cette qualité-là. Et ça déteint effectivement pour tout le monde. Voilà, donc, et j'en suis également, je suis comme vous, j'en suis franchement désolé, parce que ça, on perd en efficacité. Et puis, ça dessert complètement finalement la personne qui porte une réclamation et qui a un besoin. Donc effectivement, il y aura un travail collectif à faire sur ce sujet-là. Je vois que la salle a bu nos paroles. Ah. Oui, vous avez beaucoup parlé de développement de la culture du risque au niveau des collectivités publiques et de l'absence de cartographie généralisée, systémique au niveau territorial. Il y a les pompiers qui ont beaucoup de choses déjà en place là-dessus. Alors, c'est peut-être pas pour tous les risques auxquels vous pensez, mais peut-être vous pourriez dire un mot là-dessus. Où est-ce qu'ils s'imbriquent dans vos schémas? Et peut-être il y a des expériences à puiser chez eux dans ce qu'eux savent déjà faire. Oui, effectivement, il y a les pompiers. Alors, les pompiers, déjà avant de répondre à la question, c'est un peu compliqué, parce que vous savez que les pompiers appartiennent à un service départemental, donc qu'on appelle le SDIS. Et ce service départemental, aujourd'hui, dans le cadre légal, il a 2 tutelles. Il a une tutelle qui est celle du département, c'est un service du département, sauf à Paris et sauf à Marseille, où c'est un service des armées. Et donc 2 tutelles. Une première tutelle, c'est le département où il donne les moyens, c'est-à-dire on donne les camions et puis on paye les casques. Et puis une tutelle qui est le préfet, parce que le préfet, c'est lui qui peut mobiliser, on va dire, le pompier quand il y a une crise.
Et si je complexifie, c'est parfois la caserne locale dans nos campagnes, c'est la commune ou le syndicat intercommunal qui l'a financé et qui la donne aux pompiers. Donc en termes de gouvernance, oui, ça paraît simple, mais en fait, en termes de gouvernance, ça devient vite compliqué. Vous voyez, on a différents acteurs, le département, le préfet, et puis le maire ou le président d'Interco quand il a mis à disposition le terrain et il a financé le bâti. Oui. Ça, c'est pour l'aspect un peu gouvernance. Donc, en gros, à qui répond le lieutenant-colonel? Souvent, c'est un lieutenant-colonel au niveau départemental. À qui il répond? Il répond à beaucoup de personnes. Alors maintenant, sur les outils, effectivement, il a des outils. Les outils, lui, mais souvent, c'est des outils préfectoraux. Voilà. C'est-à-dire, en fait, quand il agit, lui, en tant que responsable de la sécurité civile, son autorité de tutelle, c'est l'État, et au niveau local, c'est le préfet. Donc, du coup, les outils sont plutôt du côté du préfet. Mais effectivement, on a des outils qui existent du côté de l'État à ce sujet. À la fois en termes de gestion de crise, des opérations, et également en termes de prévention. Mais c'est rarement les pompiers auxquels vous faites référence qui, en fait, vont être l'outil. Par exemple, si vous avez des risques, vous avez des bâtiments industriels, etc. C'est rarement le pompier qui lui-même va prendre les arrêtés, par exemple. Souvent, c'est le pompier qui va participer à une commission, qui va rendre un avis, et in fine, c'est l'autorité de l'État compétente qui va rendre son arrêté. Donc je dirais opérationnellement, vous avez raison, en termes de gestion de crise, c'est du côté du préfet, mais souvent il travaille avec du côté du pompier, le lieutenant-colonel en question, mais il travaille avec le directeur de cabinet du préfet, donc c'est le préfet. Donc eux, ils ont effectivement une culture de gestion de crise qu'on peut mobiliser. Après, sur les documents de planification, c'est encore autre chose, sur les documents de planification, là, le lieutenant-colonel, avec ses services, a amené une expertise technique, mais in fine, c'est quand même l'autorité publique qui va décider. Marie-Élise. Mais effectivement, ils ont des compétences. Marie-Élise voudrait présenter. Je voulais ajouter quelque chose, c'est que pour répondre à la question de la cartographie des risques, l'assureur d'une collectivité connaît bien, peut cartographier les risques assurés de la collectivité. Par exemple, nous, on saisit donc, tous les bâtiments qui sont assurés chez nous, par exemple, si c'est le CD 93, par exemple, il nous donne toute l'adresse des bâtiments et on les rentre dans une base de données de cartographie et on est capable de les voir sur une carte. Et quand il y a une tempête, par exemple, on a un avis de tempête, on est capable de projeter la tempête sur les bâtiments assurés et de se dire, on fait la somme de tous les mètres carrés, on multiplie par un coefficient de 1 500 € par mètre carré, puis on dit, voilà, au maximum, ça va coûter tant. On prend un coefficient de destruction de 30%, 15%, ça dépend de comment on évalue la tempête, et ça nous donne un montant global des dommages. Et souvent, c'est votre assureur qui vous envoie un petit message qui va vous dire, attention, il y a la tempête machin qui va arriver, protégez-vous, etc. C'est parce qu'on participe aussi de la prévention dans ce domaine-là, mais on est capable, on cartographie tous vos risques. Voilà. Oui, c'est une notion d'encadrement et de prévention du risque. Et au sein des entreprises, mais oui, et au sein des entreprises privées, il y a ce type de mécanisme qui est pensé. Bon, dans celle dans laquelle je travaille, justement, cette réflexion est menée en avant pour justement présenter la meilleure qualité du risque auprès de l'assureur, puisque c'est quand même un élément important, puisque celui-ci a une incidence basiquement sur le montant de la prime, mais également pour nous en termes de qualité de risque pour nos équipes. Est-ce que vous auriez une dernière question ? Je fais si peur que ça. Bon, très bien, je vous remercie pour votre participation. N'oubliez pas de remplir l'évaluation, si vous voulez me revoir un jour. Donc, je compte sur vous. Merci.